Merci d'être venu nous participer à cet atelier sur la lutte contre la corruption saison 2. On est dans les séries. Le rapport Cazeneuve en faveur d'un droit européen de la compliance et le sujet de la corruption, de la prévention de la corruption, de la transparence. On va bien au-delà. Et j'ai le plaisir d'accueillir le député Raphaël Gauvain, que je ne présenterai plus dans la mesure où nous avons une assistance de directeurs juridiques qui suivent les lettres de mission, les rapports et les recommandations. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Madame Hélène Denis, qui est le directeur adjoint de l'AFA, et Claire Olive Lortilloire, que vous connaissez tous, qui préside depuis 10 ans la commission compliance du Cercle Montesquieu, qui est très active et qui remplace Martial Houle, qui malheureusement n'a pas pu être là au dernier moment. Donc elle n'a pas le droit à sa photo, mais vous pouvez la prendre en photo si vous en voulez une. Faites-en bon usage. Et donc Bernard Cazeneuve, qu'on n'a pas besoin de présenter et qui arrive au moment où j'allais le présenter. Merci, Monsieur le Premier ministre. On va vous laisser le temps de vous installer. Sachant que je venais d'indiquer que Martial Houle, qui est un des directeurs juridiques du Cercle Montesquieu, a été empêché et qu'il est remplacé par Claire Olive Lortilloire, qui préside la commission compliance du Cercle Montesquieu depuis environ 10 ans, donc quelqu'un de sachant en la matière et qui a beaucoup travaillé sur la promotion des mesures anticorruption au sein du Cercle Montesquieu. Donc, le sujet compliance, il a été reporté, puisqu'on a reporté un certain nombre d'événements. On peut se dire qu'on est en ce moment dans une période où on est en train de revoir comment accélérer l'économie, comment sortir de crise, et d'aucuns se disent que la compliance n'est pas forcément urgent. Or, on peut imaginer, comme dans beaucoup de sorties de crise, que la compliance reprend plus vite que le business. Quand les économies sont inquiètes, d'aucuns peuvent avoir envie de prendre des chemins un peu plus courts pour faire du business, et donc la compliance est plus importante et l'anticorruption est plus importante que jamais. Sans faire un historique, ce phénomène et toutes les mesures et les discussions sur la compliance sont parties d'un constat sur le mauvais classement de la France dans les classements sur la corruption mondiale. Et ça a permis, grâce à la loi Sapin II, de créer l'autorité, de créer l'AFA, il y a 5 ans maintenant, et qui est une création extrêmement bienvenue pour les juristes. Hein. Nous, on considère que ça facilite les choses, et l'AFA a vraiment beaucoup travaillé sur la communication, peut-être un peu moins par rapport à nos attentes sur d'autres sujets, mais en avait-elle les moyens, ce qui fait dire que si on a une saison 2, si on est tous ici à travailler sur cette question, et notamment le député Raphaël Gauvain et le président du club des juristes, c'est que, comme pour citer la page idée du Monde hier de Laurent Cohen-Tanugy, il est temps que la France relance sa politique de compliance. Nos invités y œuvrent tous. Ils sont tous d'accord sur la nécessité d'en faire plus, pas forcément tous sur les moyens. Dans la mesure où nous avons un public de directeurs juridiques et que notre temps est limité, je pense qu'on parlera, sans exclure complètement les acteurs publics, nous allons nous focaliser plus sur les acteurs économiques. Sinon, je pense qu'une heure ne suffira pas. Nous allons parler des moyens
dont il faut de doter pour des moyens juridiques qui nous manquent, comment promouvoir les mesures de protection européennes, comment faire un front européen soudé pour faire front par rapport à des attaques de l'extraterritorialité, du statut des lanceurs d'alerte et de la CJIP également, et on peut parler aussi du lobbying, mais je pense qu'il n'est pas absolument sûr qu'on ait vraiment le temps, mais c'est les moyens que les uns et les autres ont évoqués pour améliorer la lutte anticorruption. Par contre, là où les entités qui sont en charge de les contrôler, sur les risques-bénéfices à modifier la structure actuelle de contrôle, il y a des disparités entre nos interlocuteurs et je vais les laisser s'exprimer sur ce sujet parce que je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il y a des ajustements à faire. Et je vais commencer par l'AFA, hein, puisque c'est un bilan d'une certaine façon aussi des 5 premières années. L'AFA a fait un travail de formation pédagogique absolument formidable. Je pense que nous, juristes, on a rarement eu un texte, une autorité, une nouvelle matière pour laquelle on a pu échanger aussi librement, aussi facilement, avec autant de moyens, autant de disponibilité, et notamment lors du cycle de formation à l'EFB qu'a généré Claire Lortilloire, où l'AFA est venue dès le début du cycle avec l'EFB et le Cercle Montesquieu, et ça fait des petits. Entre-temps, il y a eu plusieurs de ces sessions, mais il y a aussi des sessions avec d'autres autorités sur la protection des données, sur la concurrence. Donc, ce travail mutuel est très intéressant. Donc, Madame Denis, je voulais vous poser la question, quelles sont les deux questions principales? Quels sont les défis pour l'AFA aujourd'hui? Et ensuite, que vous nous évoquiez les moyens dont vous auriez besoin pour encore mieux remplir votre rôle. Merci, madame. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, vous me posez la question des défis de l'AFA. Alors, on a la chance, en tant qu'AFA, d'être un organe au plus près du terrain opérationnel. Donc, je me permettrai de faire un petit bilan de ce qui s'est passé. Alors, les 5 années, c'est peut-être plutôt 4 opérationnels, de faire un bilan de ce qu'on a fait et à la lumière de ce bilan rapidement dressé, évoquer les défis qui se posent à nous et peut-être et avec les autres personnes autour de la table évoquer les pistes qui pourraient être envisagées pour aller plus loin. Alors, donc l'AFA a été rapidement opérationnelle, ça je pense que ça fait consensus. Et elle a été chargée de mettre en œuvre un modèle tout à fait original et qui était en fait plus formaliste que chez nos amis britanniques et américains, puisqu'en France, on a obligé les grandes entreprises à mettre en place des mesures internes anticorruption, que l'AFA était capable, dont l'AFA avait les pouvoirs de les contrôler et de sanctionner. Donc une entreprise en France peut être sanctionnée, même en l'absence de corruption effective, alors qu'il n'y a aucune sanction dans les. Ça ne connaît pas ce modèle-là ne connaît pas d'équivalent. Donc dans ce cadre, on a déjà réalisé une petite centaine de contrôles de grandes entreprises. J'ai demandé les chiffres précis du jour, 87 et 96 si on compte le volet de contrôle post-CGIP, mais j'y reviendrai après. Et une cinquantaine de contrôles d'acteurs publics, 46 pour être précise. Alors, nos 4 années de contrôle montrent que les entreprises se sont globalement appropriées les obligations prévues par la loi Sapin 2 et que donc le dispositif s'est installé dans le quotidien des grandes entreprises et avec une rapidité assez remarquable, même si ça et là, effectivement, on a toujours des choses à dire, puis on est une agence de contrôle, donc forcément, on
on a plus de facilité à dire dans ces activités-là ce qui ne va pas que ce qui va bien. On est aujourd'hui arrivé à un point un peu charnière où on est capable de faire des retours d'expérience sur ces contrôles pour distinguer des bonnes pratiques et identifier le cas échéant des moins bonnes pratiques. On a commencé à le faire et on va continuer à le faire en intensifiant notre production de guides que nous éditons régulièrement, mais vous verrez, il va y en avoir plus qui vont arriver prochainement et qui permettent à tous de faciliter l'exercice de leur diligence en interne. Alors, on a déjà édité un guide sur le responsable conformité en entreprise. On prépare maintenant d'autres guides. Un sur les conflits d'intérêts en entreprise, qui est d'ailleurs actuellement soumis à consultation. Un guide sur les contrôles comptables, sur l'enquête interne. Et ce dernier projet étant mené conjointement avec le parquet national financier. On pense aussi aux petites entreprises qui sont sous les seuils, parce que celles-là, on peut pas les contrôler. En fait, donc c'est nos missions de conseil qui permettent de les accompagner parce qu'elles sont aussi confrontées à ces sujets-là sur leur marché. Et on est en train effectivement d'élaborer un guide pour comment dire, adapter, enfin pour aider les PME ETI à adapter des dispositifs proportionnés pour être dans la course sur les marchés qui sont les leurs. Tous ces guides font l'objet de concertations avec un certain nombre les acteurs qu'on identifie comme partie prenante essentielle sur un sujet donné. Puis après, il y a une période de consultation publique qui permet à tous de s'exprimer. Donc, Béatrix en parlait, on mène également un certain nombre de formations et que du coup, on nourrit de plus en plus et qu'on nourrira de plus en plus de nos observations acquises sur le terrain des contrôles. Voilà, moi je crois que l'AFA, sa force, elle réside dans le fait que les contrôles que l'on mène nous aident après, mais on en voit les résultats que progressivement, puisqu'on a démarré de zéro, nous aident après encore mieux à dire, à partir de ce qu'on a vu, ce qu'il est bien de faire et ce qu'il est moins bien de faire. Et je trouve qu'on fera qu'augmenter nos capacités d'accompagnement en tenant compte et en tirant le fruit de nos contrôles pour le mettre à disposition de toute la communauté, de ceux qui sont confrontés. Alors, nous avons encore des efforts à faire. Le chemin, évidemment, n'est pas fini. On a des efforts à faire sur l'ergonomie des rapports de contrôle qu'on remet aux entreprises, la présentation de leurs conclusions, afin d'aboutir à des constats plus globaux et plus finalement nuancés de ce qu'on constate. Un sujet aussi, mais qui est assez récurrent, enfin, que j'ai retrouvé à la FAM et qui existe ailleurs dans les organes de contrôle, c'est la durée des contrôles. Effectivement, ils ont été trop longs, ils sont encore peut-être trop longs, donc on tente de mieux cibler. Et le tout étant d'avoir une contribution à la fin qui reste efficace, mais qui est plus utile aux entreprises parce qu'elle est plus conforme à leur temps opérationnel. Voilà. Donc tout ça, c'est sur notre agenda. Et enfin, si j'avais un rêve, mais j'espère qu'il viendra réalité, ça serait que nos sujets et ce qu'on fait, nos rapports, ils arrivent sur les bureaux des directeurs généraux et que ça les intéresse vraiment. Alors pour ça, besoin que vous auriez... Ah bah attendez, pour l'instant, je fais un constat. J'en viendrai ensuite à nos besoins. Alors, nos activités, elles portent également sur le contrôle de l'exécution des programmes de mise en conformité. Donc là, qui interviennent une fois qu'une CJIP a été conclue. Donc voilà, dans le post-transaction pénale. Et dans ce pan de ces activités, l'AFA travaille en tandem avec l'autorité judiciaire. Et pour les CJIP en cours, c'est le parquet national financier.
L'expérience que nous avons sur ce volet montre que Sapin 2 fonctionne bien et que l'AFA s'est bien implantée avec le PNF comme enfin, voilà, deux acteurs incontournables dans les sanctions sur les grands dossiers internationaux de corruption. Alors, on en est encore au début, il y a quand même peu de CGIP. On pourrait espérer que cet outil soit encore davantage utilisé et j'y reviendrai. Donc tout ça m'amène à dire que toutes les missions, enfin l'AFA, le dispositif, etc., tel qu'il est vu aujourd'hui par l'angle de l'AFA fonctionne, mais ça pourrait aller encore mieux. Ça pourrait aller encore mieux. D'abord, là, je vais parler en tant que dirigeant de l'AFA. Si on allouait davantage de moyens humains aux missions de l'AFA, parce que on fait tout ce qu'on peut. Là, j'ai parlé de certaines des missions que nous avons, mais on en a aussi d'autres. On a un objet très compliqué qui est aussi chargé de coordonner des politiques publiques, et on a aujourd'hui une grosse cinquantaine de personnes pour faire tout ce que je vous explique. Voilà, le champ des grandes entreprises est déjà vaste, le champ des plus petites entreprises est encore plus vaste, le champ des acteurs publics, j'allais dire n'en parlons pas. Donc c'est voilà, on a peu de moyens et on fait un petit peu les choses à flux tendu. Sur des aspects plus techniques et juridiques, il nous paraîtrait utile d'étendre les obligations anticorruption aux filiales des grands groupes étrangers. Aujourd'hui, vous savez, on a des seuils pour appliquer l'article 17 de la loi Sapin 2, et on a vu que il y a des grands groupes étrangers qui opèrent en France, mais qui ne passent pas les seuils si on applique, enfin, dans la lettre actuelle de l'article, le fameux article 17 de la loi Sapin 2, et donc ça serait plus juste d'étendre ces obligations anticorruption à des filiales qui elles-mêmes peut-être respectent pas les seuils, mais dont les groupes auxquels elles appartiennent respectent largement les seuils. Ah ben, on l'espère, vous savez. On l'espère. Dans une perspective peut-être un peu plus large qui dépasse la seule AFA, mais qui, bon, après tout, on est un des éléments du dispositif qui contribue à l'anticorruption en France. On aimerait que davantage d'affaires sortent et la CGIP nous paraît être un très bon instrument. Et du coup, il faudrait trouver des mécanismes incitatifs, mais on a effectivement peut-être des pistes pour favoriser davantage l'autodénonciation des faits sur lesquels repose tout ce dispositif et que les dirigeants soient sereins, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais le fassent peut-être plus facilement. Enfin, ça serait bien pour nous, ça nous paraît même une nécessité à l'aune des contrôles qu'on a menés, de renforcer les obligations qui pèsent sur les acteurs publics, en précisant leurs obligations. On a un article 17 pour les grandes entreprises. Aujourd'hui, on n'a rien pour les acteurs publics, même si on nous dit de contrôler les dispositifs anticorruption mis en place par les acteurs publics, et que ces acteurs publics aussi puissent être effectivement puissent être sanctionnés d'une façon ou d'une autre, sachant que c'est évidemment peut-être pas tout à fait les mêmes mécanismes qu'il faut mettre en place pour leurs éventuels manquements. Alors, ces constats et propositions rejoignent globalement les conclusions du rapport parlementaire des députés Gauvin et Marlex. Ce rapport propose également, et Béatrix en a parlé, une évolution institutionnelle qui viserait à transférer les missions de l'AFA à la haute autorité pour la HATVP, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Alors, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent reste valable parce qu'on parle des missions et d'anticorruption, donc quelles que soient les évolutions futures qui relèveront de décisions politiques, tout ce que je viens d'indiquer doit être, à mon avis, considéré un peu avec un futur dans la continuité du passé. Simplement, il y aura peut-être des évolutions institutionnelles qui sont sur la table. Moi, j'ai une remarque technique à ce sujet-là, c'est que si l'AFA et la HATVP se rejoignent l'une et l'autre parce qu'elles s'intéressent à la lutte contre la corruption, l'AFA, elle s'intéresse aux entreprises et aux grandes entreprises internationales, à la fois internationales, nationales et internationales, à la bonne gestion des acteurs publics sous l'angle de la vie des affaires. Donc, à la fois, il y a la vie des affaires, le national, l'international.
C'est tout à fait différent de ce que traite la HATVP, qui traite de la vie publique nationale et des personnes, en fait. Donc des déclarations d'intérêt, de patrimoine et des registres des lobbyistes, voilà, au niveau domestique. Donc les problématiques sont différentes, les compétences sont différentes. Voilà, ça pose un défi, un défi. Voilà, mais moi je doute pas que quelles que soient les évolutions qui sont envisagées, l'objectif commun ce soit de renforcer l'efficacité et le contenu de notre politique publique d'anticorruption. Je vais prendre celui-ci. Et donc, avant de passer la parole pour avoir la perception finalement des directeurs juridiques, je vais passer la parole à Claire rapidement, mais je voulais quand même mettre un petit pavé dans la mare qui a été mis dans la page idée du Monde par Laurent Cohen-Tanuji hier soir, et qui suggère, et c'est effectivement quelque chose qui, dans les rêves les plus fous des directeurs juridiques, a été évoqué déjà, c'est d'avoir une AFA aussi puissante que l'autorité de la concurrence, avec des sanctions, avec des moyens qui font réagir nos dirigeants afin de nous donner les moyens dans les entreprises de pouvoir faire de la formation, de faire de la prévention, etc. Donc c'est un peu c'est une suggestion, c'est une piste de travail qui a été lancée. Il se trouve que l'article est paru hier soir dans la page, dans le Monde daté d'aujourd'hui. Et effectivement, quand on a été confronté aux problèmes d'autorité de la concurrence, de concurrence de manière générale, on sent bien que nos dirigeants, pour l'instant, ne mettent pas autant de poids, autant d'énergie, autant de moyens sur l'anticorruption qu'ils ne peuvent le faire en matière de concurrence. Donc j'imagine que c'était un des rêves les plus fous de Monsieur Duchesne dès son arrivée. Mais voilà, c'est pas nos deux invités qui vont nous parler de leurs propositions de loi et de propositions de pistes ne sont pas arrivés à cette conclusion, ou en tout cas d'une façon différente. Il n'y a qu'un micro. La question, c'est finalement la perception. Qu'est-ce qui a changé depuis la loi Sapin et finalement la mise en place de l'AFA, et quels sont les défis en entreprise pour la personne qui est en charge de la compliance? Oui, alors c'est vrai que je ne sais pas à quoi rêvait Charles Duchesne quand la loi Sapin 2 est arrivée. Mais ce que je peux vous dire, et en regardant la salle particulièrement, c'est que cette loi, elle nous a bouleversés. Alors, on est des juristes, on est des professionnels. Elle ne nous a pas bouleversés sur un plan émotionnel. C'est un bouleversement d'une grande ampleur. Et ce serait peut-être une erreur que de se limiter à la loi Sapin. Pensons au corpus législatif. Loi Sapin 2, vigilance, données personnelles, raison d'être. Enfin, j'en oublie certainement. On est aujourd'hui, et ça a été très très bien dit lorsqu'il y a eu l'enquête menée par Raphaël Gauvin et le député Marlex, on est sur un changement du rôle de nos entreprises. Quelle est la finalité de l'entreprise? Comment va-t-elle contribuer? Et comment elle va garder la confiance? Et ce rôle de l'entreprise donne une dimension incroyable au rôle des professionnels en charge de la compliance dans nos entreprises. Alors, un chiffre, parce que c'est bien de donner des chiffres. Moi, ça fait 10 ans, à peu près, que je suis en charge de cette commission. J'ai pris cette commission, nous étions 10. Aujourd'hui, et je connais presque tous les visages qui sont dans cette salle, nous sommes plus de 120 à cette commission. Donc, l'implication des professionnels n'est pas à démontrer. Dès le départ, il a fallu s'approprier un sujet, une loi qui a mis dans le droit des choses qui n'y étaient pas avant. Il s'agit du droit ex ante et comment le juriste ou le directeur juridique va
tailler un costume sur mesure avec plein de contraintes, des tissus qui sont très difficiles à travailler, des fils qui vont dans tous les sens. Comment je fais ce costume sur mesure? Parce que je vais devoir démontrer des choses et prouver à tout moment qu'on peut garder la confiance et imposer des règles à des gens qui n'ont pas envie de les suivre finalement. Donc voilà ce grand bouleversement, c'est ce code de conduite. Et voilà. Donc vous étiez tous au rendez-vous. La question est, quelle est la maturité de l'entreprise dans laquelle je travaille? Quelle est l'implication du dirigeant et de sa volonté de travailler à ce qui est quoi? Un processus de changement. Et le changement, alors on peut dire, voilà, je change. Alors j'ai pas tout compris, hein, honnêtement. Achat, TVP, je fusionne. Là, on est presque dans un organigramme d'entreprise. On va le mettre à droite, à gauche, ça va s'arranger, mais le changement, il s'opère parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont dans la salle, qui sont sur ce panel, le législateur, le dirigeant, le politique. Et parfois, la courbe du changement, elle est difficile et elle ne se fera pas dans l'organigramme. Et là, on a une énorme responsabilité. Et qui c'est qui parlait de mission ce matin? Je crois que c'était sur les Legal Ops et cette vision du monde d'aujourd'hui, du monde vertueux et du rôle de l'entreprise, la finalité de l'entreprise. C'est quand même un très, très beau rôle. Et les beaux rôles ne sont pas toujours faciles à tenir. Et je pense qu'il y aura d'autres questions. On parlera tout à l'heure du rôle du compliance officer qui, à notre sens, est mal nommé dans le texte, puisqu'on parle de responsable conformité et que je te poserai des questions tout à l'heure. Donc, Monsieur le Premier ministre et Maître Cazeneuve est président du club des juristes. La parole va être à vous. Je suis très contente que le club des juristes, qui est un think tank qui a maintenant 15 ans, que vous connaissez tous, et maintenant, parmi ses membres, ce qui n'était pas le cas il y a encore très peu d'années, des directeurs juridiques. Donc, il faut vraiment saluer ça. J'avais fait la remarque à Bruno Molfessis en son temps. Il y avait tous les professionnels du droit, à l'exception des directeurs juridiques, et c'est quelque chose auquel il a été remédié. Donc, nous vous accueillons à ce titre-là, d'autant plus volontiers. Et nous sommes contents d'entendre votre constat, les pistes d'amélioration, et notamment tant sur l'anticorruption en France que sur comment se faire aider et comment donner une impulsion européenne à cette lutte. Bien, merci beaucoup Béatrix pour d'abord votre invitation. Merci au Cercle pour me permettre de venir évoquer avec vous quelques sujets dont je sais qu'ils sont au cœur de vos préoccupations et qu'ils vous tiennent à cœur. Merci pour le panel que vous avez réuni. Je vous salue toutes et toutes en vos grades et qualités. Et je remercie bien sûr le député Gauvin de consacrer un peu de son temps à ces réflexions. Vous avez eu raison de souligner à quel point il s'est engagé sur ces sujets depuis le début de la législature, en produisant sur toute une série d'axes fondamentaux à la prévention et à la lutte contre la corruption des propositions de fond extrêmement intéressantes, qu'il s'agisse de la question de la loi de blocage, de l'évolution des structures et des organisations à faire prévaloir pour améliorer les dispositifs existants. Et comme nous sommes nombreux à nous exprimer, qu'il y aura peut-être des questions, je vais essayer d'aller à l'essentiel. D'abord, quelques mots sur la révolution dont vous avez parlé, Madame, à l'instant, pour les directeurs des affaires juridiques, les dirigeants d'entreprise, les compliance officers. Je voudrais profiter de ma présence pour dire quelques mots sur les raisons qui ont présidé à l'élaboration de ces règles. Parce que, bien entendu, ces règles, vous avez raison de le dire, ont complètement changé la perception que les entreprises pouvaient avoir de leur obligation de conformité, mais ces règles n'ont pas été élaborées ni conçues pour rien. Et je me souviens qu'il y a de ça 3 ans et demi, lorsque je sortais de responsabilités que j'avais exercées auparavant pour me plonger dans l'activité d'avocat, beaucoup des responsables de la compliance des entreprises aux directeurs juridiques me regardaient avec, bien entendu, toujours beaucoup d'amabilité, mais une petite arrière-pensée qui était du genre: vous êtes quand même formidable, vous avez mis une couche de fiscalité, une couche de réglementation, et maintenant vous nous mettez une couche de conformité, vous êtes vraiment
comme on dit dans certains films, dans les dialogues sans de dire, la proie des idées fixes, quoi. Vous avez une focalisation bureaucratique très, très avancée, très pointue, et vous ne vous rendez pas compte des contraintes qui pèsent sur les entreprises. Si nous avons mis en place ces obligations de conformité, c'est pas du tout par pathologie. C'est pour des raisons objectives sur lesquelles je voudrais dire un mot. Ces raisons objectives, c'est que les parlementaires eux-mêmes et ceux qui gouvernaient avaient constaté que nous étions dans notre pays, comme en Europe d'ailleurs, confrontés de plus en plus à l'application à des entreprises européennes de règles extraterritoriales conçues par les Américains, que ces règles, lorsqu'elles étaient appliquées dans toute leur rigueur par le département de justice des États-Unis à l'égard d'entreprises qui avaient été prises en situation de manquement, mettaient ces entreprises dans une situation de vulnérabilité qui pouvait aboutir jusqu'à leur disparition ou éventuellement, sans que je y vois une main machiavélique par leur rachat par des intérêts américains lorsqu'elles étaient européennes. Et par conséquent, le droit devenant dans ces dimensions extraterritoriales l'instrument de la puissance des États-Unis dans une économie mondialisée, il nous paraissait important que notre pays s'arme des moyens d'un rééquilibrage de cette relation en apportant la démonstration à ceux qui nous indiquaient appliquer ces règles dans un cadre extraterritorial en raison de notre incapacité à réguler nous-mêmes la prévention et la lutte contre la corruption, précisément de notre capacité à le faire. Donc, la raison de fond pour laquelle ces législations ont été adoptées, elle est que dans une économie mondialisée et compétitive, le droit peut servir des intérêts de puissance, que nous avons nous-mêmes le devoir de défendre nos propres intérêts et que nous ne pouvons défendre nos intérêts que si nous avons des arguments à faire valoir. Ça, c'était le premier élément. D'ailleurs, je parle sous le contrôle de Raphaël Gauvain, cette réflexion était née aussi au Parlement à travers le rapport élaboré par Karine Berger et Pierre Lelouch, qui était un rapport qui reprenait en gros cette argumentation. Il y a un deuxième élément sur lequel je voudrais insister. Vous allez considérer que je prends beaucoup de temps pour m'excuser, mais ça mérite quand même les choses méritent toujours d'être placées dans leur cadre global. Vous avez vu l'impact qu'a sur la compétitivité et l'attractivité des entreprises l'avènement d'une infraction très médiatisée portant atteinte à la réputation des organisations. On l'a vu sur le devoir de vigilance avec l'affaire du Rana Plaza en 2013, ça a eu des conséquences telluriques sur toutes les entreprises qui utilisaient dans des conditions non maîtrisées, non traçables, de la sous-traitance dans des pays dans lesquels cette sous-traitance ne respectait ni les droits de l'environnement, ni la santé au travail, ni les droits humains. On a vu que des grandes affaires de corruption pouvaient quand même être un facteur de déstabilisation d'entreprise, soit parce qu'elles n'avaient plus accès à certains marchés, soit parce que les jeunes générations étant particulièrement sensibles à l'image d'une entreprise avant que de la rejoindre, ne manifestaient plus leur intérêt d'y travailler, donc c'était un facteur d'affaiblissement de la substance même de l'entreprise, etc., etc. Donc, nous avons pensé aussi que non seulement les règles de conformité étaient un moyen de rétablissement d'une relation euro-atlantique déséquilibrée, mais qu'elle était aussi un moyen de préservation de l'attractivité, de la compétitivité des entreprises dans un marché mondialisé. Et puis, il y a un troisième point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est que cette affaire de compliance, elle s'est inscrite dans un contexte, il ne faut pas négliger cet élément, il est fondamental, de défiance croissante des citoyens à l'égard des institutions, en raison de l'incapacité de ces dernières à sanctionner des infractions graves qui conduisaient les citoyens à exprimer de plus en plus de doutes sur la capacité de ceux qui sont en charge du gouvernement du pays et du fonctionnement des institutions à faire respecter des règles de droit fondamentales. L'affaire Cahuzac ayant été, de ce point de vue-là, le porter à son paroxysme de cette interrogation et de ce doute, après qu'un ministre avait manqué à tous ses devoirs, y compris devant la représentation nationale. Et donc, moi je me souviens qu'avant Sapin II, j'avais été amené à défendre au banc du gouvernement dans les responsabilités que j'ai exercées à l'époque, la loi de octobre 2013 et la loi de décembre 2013 relative à la transparence de la vie publique, à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière, qui instituait à la fois la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
le parquet national financier pour faire en sorte que sur ces sujets, nous soyons dotés d'outils qui permettent d'être efficaces dans la prévention et la lutte contre la corruption. Bien. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces dispositifs ont été mis en place. Ce n'est pas moi qui fais ce bruit. N'ayant jamais eu de compétences en ventriloquie, si subitement devant vous je découvrais ce talent, ça m'ouvrirait des perspectives nouvelles. Bon. Comme quoi, chaque jour apporte son lot de bonnes nouvelles. Donc voilà le cadre. Alors maintenant, je voudrais dire quelques mots sur ce que nous avons obtenu comme résultat, ce qu'il reste à faire, et puis si Raphaël m'y autorise, quelques mots sur les propositions qu'il a formulées, avec lesquelles je suis pour la plupart du temps d'accord, et pour certaines d'entre elles plus réservé. Bon. Ce que nous avons fait en France, et vous avez eu raison de le souligner, Madame Denis, c'est de mettre en place un dispositif qui est beaucoup plus préventif que les dispositifs qui existent dans les pays de tradition anglo-saxonne, puisque dans les pays de tradition anglo-saxonne, vous devez mettre en place des dispositifs de conformité, mais vous n'avez aucune autorité qui veille à ce que vos obligations soient remplies, mais si une infraction est constatée et que vous n'avez pas mis en place ces dispositifs, alors le juge est d'autant plus cinglant avec vous que vous ne vous êtes pas conformé à vos obligations. En France, pour des raisons qui tiennent à notre tradition, à notre histoire, au fait que nous sommes dans un pays où l'État préexistait à la nation s'est incarnée dans l'État, et l'État est l'instrument de la norme, on a pensé qu'il valait mieux prévenir la corruption plutôt que d'avoir à la sanctionner. Et donc, on a mis en place une instance qui veille à ce que les dispositifs préventifs soient mis en place de telle sorte à ce que l'infraction soit diminuée dans son risque d'occurrence. C'est ça la philosophie de ce que nous avons fait. Et le résultat auquel, me semble-t-il, puisque j'ai contribué à l'élaboration de ces dispositifs législatifs et je veille maintenant, enfin je regarde en entomologiste les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs dans les entreprises, ce que je constate, c'est des choses simples. D'abord, et je ne veux, Béatrix, ne rafraîchir aucune ardeur régulatrice, mais je pense que ce qui se fait bien se fait en donnant le temps aux entreprises de le faire et de le déployer. Bon. Il ne faut pas non plus mettre une pression sur les entreprises qui leur donne le sentiment que c'est un exercice sans fin, que les possibilités d'adaptation ne sont pas préemptées par les pouvoirs publics à la mesure des difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées pour mettre en œuvre ces dispositifs. Et donc, moi, je suis favorable, quand il y a une volonté, qu'elle soit adossée au plus grand pragmatisme et qu'elle se déploie dans un dialogue constant avec les entreprises. Premier point que je constate, c'est très bon niveau d'engagement des instances dirigeantes des entreprises. J'ai pu participer à des contrôles, enfin, assister des entreprises dans des contrôles de l'Agence française anticorruption. J'ai été moi-même extrêmement surpris du niveau pointu de connaissance par un certain nombre de présidents de très grandes entreprises des dispositifs de conformité auxquels leur entreprise doit désormais se conformer, avec une communication de ces chefs d'entreprise au sein des entreprises en question pour que cette culture de la conformité infuse, qui m'a beaucoup impressionné compte tenu du peu de temps qui s'est écoulé entre l'adoption de la loi et aujourd'hui. Donc ça, je tiens quand même à dire que majoritairement, cette loi a produit son effet quant à l'engagement des instances dirigeantes. Deuxièmement, j'ai été extrêmement impressionné aussi par la capacité des entreprises à faire leur les lignes directrices de l'AFA, dont je rappelle qu'elles n'ont pas la portée juridique de la loi et des règlements d'application de la loi, mais qui sont un soutien méthodologique donné aux entreprises par l'AFA en vue de la mise en œuvre dans des conditions optimales de leurs obligations. Il y a eu non seulement une bonne compréhension de la loi et de ses textes d'application, mais une appréhension par les entreprises du contenu des lignes directrices qui a conduit ces dernières à engager des réflexions sans fin, parfois conceptuelles et théoriques, sur ce qu'est une cartographie des risques, sur la manière dont on articule quand on fait une cartographie des risques la compétence des opérationnels et des responsables de la conformité, la manière dont on délibère pour évaluer le risque brusque, le risque net et mettre en place les plans de remédiation. Bref, autant de sujets qui apparaîtraient comme extraordinairement conceptuels et complexes à quiconque ne s'intéresse pas aux questions de conformité, qui sont complexes, y compris pour ceux qui s'intéressent aux questions de conformité, je me permets de le dire quand même entre parenthèses, mais qui malgré tout ont fait l'objet d'une bonne appréhension. Bon.
Troisièmement, le nombre d'entreprises relevant des seuils et qui ont mis en œuvre ces obligations est très significatif par rapport au nombre d'entreprises concernées, éligibles au dispositif. Et enfin, les outils les plus innovants de la loi, je pense à la Convention judiciaire d'intérêt public, ont donné des résultats qui vont, à mon avis, au-delà de ce que l'on pouvait espérer au moment où nous sommes de l'application de la loi. Quand je vois que sur des dossiers médiatiquement très repérés, qui appelaient l'intervention simultanée du PNF, du DOJ, du SFO, nous sommes arrivés à des CGIP pour lesquels le PNF a pu jouer son rôle d'ambassadeur vis-à-vis des autres instances de poursuite, aboutissant à un niveau d'amende significatif, mais pour la première fois perçu par le Trésor français, ce qui n'est pas neutre dans l'affaire. Au terme d'une discussion associant l'ensemble des parties et sanctionnant l'entreprise, je me dis que la CGIP, comme instrument de rééquilibrage de la relation euro-atlantique, permettant au Trésor français de percevoir ce qu'il doit percevoir et non au Trésor américain, dans un contexte où la sanction dont l'entreprise doit être passible passe bien, sans que l'entreprise pour autant se trouve mise à genoux et affaiblie par rapport à ses concurrents étrangers, cet objectif qui était celui des parlementaires et du gouvernement à la fois est bien atteint. Et c'est la raison pour laquelle je suis très prudent, bien que le rapport du club des juristes ait esquissé cet objectif comme un objectif à atteindre, et je pense que c'est un objectif à atteindre, face à une démarche qui consisterait à rassembler dès à présent l'AFA et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pourquoi est-ce que je suis très prudent? Parce que je pense qu'on ne peut faire des réformes après les réformes engagées que dès lors que les réformes engagées ont atteint un stade de maturité suffisant pour que les réformes nouvelles ne viennent pas déstabiliser ce qu'il y a de bon dans les réformes d'ores et déjà engagées. Rétrospectivement, en réécoutant ce que je viens de dire, j'espère que c'est clair. Et pour dire les choses de façon plus synthétique, une grande confiance dans la réforme ne doit pas exclure une petite prudence dans les modalités de sa mise en œuvre et son calendrier. C'est ce que je préconise. Bon. Alors je sais très bien que les parlementaires, comme moi-même d'ailleurs, ont dit mais on ne peut plus créer de haute autorité administrative indépendante, on ne transformera pas l'AFA, qui est un service à compétence nationale, en autorité administrative indépendante, donc il faut utiliser la HATVP, qui est une autorité administrative indépendante, en fondant le service à compétence nationale en son sein. Comme ça, l'AFA aura les compétences d'une autorité administrative indépendante, donc on en ait créé une nouvelle, tout ça est vrai. Mais ce qui compte, c'est le but. Et le but, c'est des dispositifs qui marchent, qui soient stables. Donc oui pour la perspective, mais attention à ne pas obérer des réformes qui marchent par des réformes nouvelles qui interviendraient trop tôt en dépit de leur pertinence. Il y a là prudence à avoir. Enfin, et je termine par là, et en étant précis, tout ce qu'on fait au plan français sera utile, mais sera inachevé si ce qu'on fait au plan français sur la corruption, sur la RSE, ne prend pas une dimension européenne. Parce que c'est au plan européen que peut s'incarner la dimension de rééquilibrage de la relation euro-atlantique. S'il n'y a pas une capacité du juge pénal européen d'intervenir dans un cadre extraterritorial, comme nous l'avons envisagé pour le juge français au plan pénal, pour ce qui concerne les affaires de corruption concernant des agents publics étrangers, alors ce que nous essayons de faire en termes de rééquilibrage ne marchera pas, parce que être privé de l'accès au marché français, c'est toujours embêtant pour une multinationale, mais être privé de l'accès au marché européen, c'est dirimant. Donc il faut avoir l'espace de l'ambition que l'on porte et agir au plan qui va bien. Comment agir au plan européen? Nous avons proposé le club des juristes qu'on a appelé un paquet compliance européen, qui n'obère pas ce que nous avons déjà fait, mais le projette à l'échelle du continent. Ce paquet compliance européen, il repose sur plusieurs instruments. D'abord, l'idée de 3 directives européennes articulant ce paquet. Ces directives européennes seraient les suivantes. Une directive générale reprenant les principes contenus dans les conventions de l'OCDE de 1997 relatives à la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et qui établirait les principes
généraux à mettre en œuvre dans les entreprises. Deuxième directive, une directive qui réformerait la décision relative à la corruption privée de l'Union européenne de 2003, si j'ai bonne souvenance, et qui permettrait de faire intervenir dans un cadre extraterritorial le juge pénal européen. Troisième directive, une directive conférant à une instance européenne ou à des instances nationales coordonnées par l'Union la possibilité de vérifier la mise en œuvre dans les entreprises des obligations de prévention de la corruption, à l'instar de ce qui se passe en France avec l'AFA. À côté de ces trois directives, pourraient être mises en place des dispositions dans le droit dérivé de l'Union européenne, à l'instar de ce qui se passe pour les banques, qui, lorsque des infractions sont commises, n'ont pas la possibilité de développer leurs activités. Les entreprises qui auraient été mises en cause pour des actes de corruption se verraient appliquer les mêmes règles. De la même manière, dans les accords économiques simplifiés de l'Union européenne et les accords de libre-échange, ne pourraient pas avoir accès à ces accords des entreprises ayant été condamnées pour des actes de corruption, ce qui aurait effectivement une portée très dissuasive. Troisième point, le parquet européen. Vous savez que le parquet européen a été mis en place en coopération renforcée. Il ne concerne pas l'ensemble des pays de l'Union. Le parquet européen voit son activité essentiellement concentrée autour des infractions indissolublement liées aux intérêts de l'Union européenne, donc par conséquent indissolublement liées à des infractions relatives au fonds, à l'utilisation des fonds publics européens. Je pense que nous devons conforter la montée en puissance du parquet européen et regarder, bien qu'il ait été mis en place en coopération renforcée, les conditions dans lesquelles nous pouvons élargir ses compétences en donnant une interprétation large des infractions indissolublement liées aux intérêts financiers de l'Union et en donnant une acception large aux intérêts financiers de l'Union, de telle sorte à permettre au parquet européen d'être un véritable instrument de poursuite européen en matière de corruption. Et puis, il faut envisager aussi, mais ça c'est beaucoup plus compliqué politiquement, pour des raisons qui tiennent aux règles de l'Union, l'élargissement des compétences du parquet européen à la lutte contre la corruption, mais ça supposerait une décision à l'unanimité du Conseil, et une décision à l'unanimité du Conseil sur un sujet comme celui-ci est très difficile à obtenir parce que autant j'imagine la France sous la présidence d'Emmanuel Macron à partir du 1er janvier poussant ce type de logique, comme poussant l'idée d'un devoir de vigilance européen, autant je vois mal le gouvernement roumain et bulgare y adhérer spontanément pour des raisons sur lesquelles mon goût de la diplomatie m'interdit de m'étendre. Bon. Donc ça, c'est bien entendu très important de l'avoir à l'esprit. Et puis je termine par un point, c'est que le développement à l'échelle européenne de l'outil qu'est la justice négociée, c'est-à-dire de la CJIP européenne, serait très utile, parce qu'il est évident que pour des infractions transnationales concernant des pays de l'Union, mais pas seulement, la possibilité d'avoir une CJIP européenne comme instrument de la lutte contre la corruption, mais aussi comme instrument de la défense par l'Union européenne de ses intérêts, serait absolument fondamentale. Et il y a là une piste, bien entendu, qui est tout à fait intéressante et stimulante pour ceux qui sont passionnés par ces sujets, et qui est une piste à laquelle j'invite, bien entendu, votre organisation à réfléchir. Voilà ce que je voulais vous dire, qui correspond à ce que je pense. C'est toujours mieux d'ailleurs de dire ce qui correspond à ce qu'on pense. Ça rend l'exercice beaucoup plus intéressant pour celui qui s'y livre et peut-être aussi pour celui qui reçoit le propos. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour ces recommandations et nous allons passer rapidement, sans attendre, la parole à Monsieur Raphaël Gauvain. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Écoutez, très rapidement, parce que le temps tourne, hein, je vais essayer aussi d'être extrêmement synthétique et puis pour pouvoir après pouvoir répondre à vos questions. La mission d'évaluation, on a rendu notre rapport début juillet. Alors peut-être pour vous dire, enfin c'est un aspect du travail parlementaire qui est peu connu, mais le député vote la loi, contrôle le gouvernement et évalue les politiques publiques. Alors toutes les lois ne sont pas évaluées, c'est un choix qu'on fait, enfin c'est un travail d'initiative qu'on fait. Alors pourquoi on a décidé en décembre de créer cette mission d'évaluation, donc qui est toujours avec un député de la majorité et un député de l'opposition.
pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'était que la loi Sapin II avait été, sous le précédent quinquennat, enfin sous la précédente législature, l'une des lois les plus importantes. Donc on considérait qu'il y avait la nécessité de procéder à ce travail d'évaluation. Et puis aussi parce que on avait des remontées, notamment d'entreprises, où le travail de l'AFA pouvait être critiqué dans ces contrôles, qu'il y avait eu en plus d'autres rapports, le travail qui avait été mené par Monsieur le Premier ministre avec le club des juristes. Il y avait aussi une autre mission qui avait été mise en place par le gouvernement avec les administrations centrales de Bercy et de la justice, et donc on considérait qu'il y avait cet intérêt pour les parlementaires de conduire ce travail d'évaluation de la loi Sapin II. Donc nos travaux se sont déroulés de janvier jusqu'en juin, on a entendu une soixantaine d'acteurs, et donc on a rendu ce rapport. Les conclusions que l'on tire, c'est que globalement, le bilan est largement positif. Je ne sais plus qui tout à l'heure a dit, mais que ça avait été un bouleversement. Enfin, en tout cas, en matière de conformité, de lutte contre la corruption, incontestablement, il y a un avant et un après Sapin II, incontestablement. Notamment, M. le Premier ministre l'a rappelé, mais en 2016, la France était sur ces histoires de corruption, enfin avait adopté au début des années 2000 des engagements internationaux, mais les respectait pas du tout, et en tout cas dans leur mise en œuvre. Et surtout, elle était la proie de procédures extraterritoriales, notamment provenant des États-Unis, avec, vous vous en souvenez tous, notamment l'affaire Alstom en 2014. L'affaire BNP Paribas aussi, où la France avait été condamnée à près de 10 milliards de dollars. Donc c'était quelque chose qui était dans l'actualité. Effectivement, il y avait eu un premier rapport du Parlement sur ces questions d'extraterritorialité. Et donc la loi Sapin II est arrivée comme, encore une fois, comme une véritable rupture. Avec le choix qui a été fait, qui je pense était un bon choix, enfin un choix sans doute très français, très colbertis, de mettre en place ce système, oui, très français, très original, qui est que on met en place des obligations de prévention de la corruption et qui sont elles-mêmes sanctionnées sans même que l'entreprise ou l'acteur n'ait commis les actes de corruption. Et qui nous permet, quand on fait un comparatif, mais qui permet de mettre aujourd'hui la France dans les exigences, dans les plus hauts standards, et notamment quand on interroge les entreprises, la France dans les plus hauts standards qui sont demandés par rapport à d'autres pays. Donc ça c'était l'affaire, donc l'AFA. En plus, il y a eu dans la loi Sapin II, donc qui a été, c'est une initiative du Parlement. C'était à l'époque un amendement du groupe majoritaire qui avait permis de mettre en place donc cet instrument que vous connaissez, qui est la CGIP. Et là encore, le bilan est extrêmement positif. Monsieur le Premier ministre l'a rappelé. Dans l'affaire, il y a eu deux affaires très importantes, Société Générale et puis non pas Airbus, mais si Airbus, l'affaire Airbus, qui a permis à la France là de retrouver sur ce domaine-là une souveraineté judiciaire. C'est-à-dire que dorénavant, sur ces questions-là, grâce à la loi Sapin II et à la CGIP, les entreprises françaises sont contrôlées, sanctionnées par les juges français. Donc voilà, bilan extrêmement positif. Après, donc dans tout bilan, il y a aussi, on a voulu se projeter de faire des propositions. Le bilan aussi qu'on fait, c'est que quand on regarde notamment les classements internationaux, la France en 2015, donc quand on a initié la loi Sapin II, était dans le classement qui est reconnu de Transparency International, était entre le 26 ou 27e place. Et là, 5 ans après, malgré les efforts, malgré la loi Sapin II, elle est toujours à cette place dans le classement de Transparency International. Et donc, il y a la nécessité, sur ces sujets-là, de relancer dans la continuité. Je pense que c'est un sujet qui est où on peut trouver des solutions de manière transpartisane, mais sur ces sujets-là, il y a la nécessité d'aller plus loin et de continuer et d'améliorer en permanence notre dispositif. Alors, je vais passer peut-être rapidement en revue les propositions qu'on fait. Enfin, on en fait 50, mais les blocs de propositions que l'on propose.
Tout d'abord, il y a un point sur lequel on insiste beaucoup, c'est la problématique, vous l'avez évoqué, hein, de la lutte contre la corruption, enfin en tout cas la mise en place, la sensibilisation à cette problématique de lutte contre la corruption et de mise en place d'instruments de lutte contre la corruption. C'est la nécessité de relancer, de renforcer ces obligations dans le secteur public. Nous, ça, c'est quelque chose sur lequel on a été extrêmement frappé, et peut-être certaines entreprises d'ailleurs qui sont au contact des acteurs publics voient aujourd'hui cette différence, c'est qu'il y a, notamment concernant les collectivités locales, un manque de culture totale sur ces enjeux, et qu'il y a la nécessité, alors nous, ce qu'on propose donc, c'est d'étendre le fameux article 17, d'imposer ces obligations aux acteurs publics. Mais je me souviens notamment d'une audition du représentant de l'Association des maires de France, qui tout de suite disait, bon, nous, sur ces sujets-là, on va encore une fois accabler les élus. On ne parle pas de ces sujets-là, etc., etc., etc. Et puis on voit aussi un certain nombre d'affaires qui sortent ou avec des problématiques où là c'est le juge judiciaire qui commence à s'en occuper. Et j'ai la conviction profonde que si on ne fait rien, on prépare, enfin, on risque d'être confronté à des véritables bombes judiciaires qui mettraient en cause des élus ou de l'administration, etc. Et alors là, qui porteraient gravement atteinte à la probité publique, et avec des conséquences politiques aussi qui pourraient être extrêmement néfastes. Donc il y a la nécessité sur ce sujet-là si en 2016 le sujet de préoccupation majeure, Monsieur le Premier ministre l'a rappelé, c'était les problématiques pour les grandes entreprises et cette nécessité de retrouver notre souveraineté judiciaire. Aujourd'hui, la grande alerte, c'est de rehausser notre niveau concernant les obligations sur les acteurs publics. Le deuxième bloc de propositions qu'on fait, c'est concernant l'AFA. Alors d'abord, sur le bilan de l'action de l'AFA, par rapport à ce qui avait pu sortir, notamment dans la presse, où les doléances d'un certain nombre d'entreprises qui critiquaient l'action qui avait été menée dans le cadre des contrôles, etc., etc. Nous, l'appréciation qu'on fait est beaucoup plus nuancée. C'est vrai qu'il y a eu, notamment au départ, des problématiques, des enquêtes qui étaient peut-être trop tatillonnes, ou un manque de discernement dans l'application de la loi. C'est vrai que ça existait. Après, il faut reconnaître aussi que l'AFA, donc c'était un nouvel acteur, elle a voulu tout de suite impulser ces enquêtes. C'était un domaine nouveau, et donc elle a sans doute peut-être, et les premières entreprises en tout cas qui ont été contrôlées ont peut-être sans doute essuyé les plâtres des débuts, mais il y a un certain nombre d'améliorations qui ont été faites, notamment dans les échanges qu'on a eus avec l'AFA, et où on considère que sur ce sujet-là, enfin voilà, il y a une amélioration. Alors il y a encore des choses à améliorer, hein, on fait un certain nombre de propositions, mais en tout cas, on aurait par rapport à ce qu'on pouvait reprocher à l'AFA, on a sur ce bilan-là une appréciation qui est beaucoup plus nuancée. Par contre, donc on fait une proposition de nature institutionnelle sur ce débat dont on vient d'évoquer, hein, mais sur le devenir de l'AFA et ses liens avec la Haute Autorité pour la Vie, la HATVP. Je crois que sur le constat, il y a une unanimité. Et notamment sur, donc ça a été évoqué, vous avez évoqué l'article du Monde hier, où Monsieur le Premier ministre vient de l'évoquer. Il y a la nécessité de faire évoluer l'organisation institutionnelle. Quand on reprend les débats parlementaires, on se rend compte, et même c'était le ministre de l'économie de l'époque, hein, qui le reconnaissait dans sa discussion générale, quand il a présenté au Parlement sa loi. L'AFA c'est une autorité à double visage.
C'est-à-dire que elle a d'un côté la nécessité, enfin, elle est elle doit mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Donc c'est un simple service. Et de l'autre côté, alors c'est pas une autorité indépendante, mais c'est quand même une autorité indépendante. C'est une espèce d'autorité un peu Canada Dry, c'est-à-dire que le président est indépendant, il peut pas être démis de ses fonctions, et c'est obligatoirement un magistrat. Il y a une autorité qui met en œuvre des sanctions, etc. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui ressort de l'ensemble des auditions, et qui ressort aussi, encore une fois, de l'article du Monde, du rapport du Club des juristes. Il y a la nécessité de clarifier la nature même, le fonctionnement de la faille. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de revenir à un système beaucoup plus classique, qui existe pour l'autorité de la concurrence en matière de concurrence, ou qui existe dans d'autres secteurs de l'économie réglementée, beaucoup plus classique. C'est-à-dire que vous avez une AI, et je souscris tout à fait avec ce qu'a dit Monsieur Cohen-Tanucci hier dans le Monde. Il y a une autorité indépendante qui est chargée de la régulation, de contrôler les acteurs, qui met en place, comme le fait actuellement l'AFA, les obligations, etc. Une autorité indépendante, et puis de l'autre côté, de donner un service qui est directement à la main du gouvernement pour impulser la politique de lutte contre la corruption. Parce que c'est un autre bilan qu'on fait de la loi Sapin 2, c'est que l'AFA, vous l'avez évoqué aussi dans le bilan de l'action de l'AFA, c'est un domaine qui est extrêmement important et sur lequel l'AFA, peut-être parce que dans sa pluralité de missions, ne l'a pas du tout investi. Et notamment, il y a elle doit mettre en place normalement un plan pluriannuel de lutte contre la corruption, et sur lequel, là, par contre, sur lequel on est extrêmement critique, notamment par rapport à ce qui peut se faire dans des pays qui nous sont proches, notamment en Angleterre, etc. Et donc il y a la nécessité d'avoir que le gouvernement, et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une autorité unique qui s'occupe uniquement de la lutte contre la corruption. Il faut qu'il y ait cette autorité, cette AI, de charger de la réglementation, mais il faut surtout, au niveau gouvernemental, au niveau le plus élevé, pour impulser cette politique, pour coordonner cette politique de lutte contre la corruption, il faut qu'on ait un service directement à la main, non pas de l'État, mais du gouvernement. Et donc c'est cette évolution-là que l'on propose. Encore une fois, je pense qu'il y a l'ensemble des acteurs se rejoint sur la nécessité de procéder à cette réforme. Alors après, la question, vous l'avez évoqué, Monsieur le Premier ministre, c'est la question du timing. Il faut que j'aille. D'accord. D'accord, ok. Alors, je conclus en 45 secondes. Sur la question du timing, moi, je considère que cette réforme doit être faite le plus rapidement possible et qu'il y a urgence à la faire pour deux raisons principales. D'abord, je l'ai évoqué, c'est la nécessité de relancer la politique de lutte contre la corruption concernant les acteurs publics. Et là, ce que nous disent notamment les représentants des maires, des départements, etc., c'est que eux, ils comprennent rien, la différence entre l'AFA, la HATVP, etc. Et même leur interlocuteur principal, c'est la HATVP. C'est l'ensemble de ces problématiques de probabilité. Donc, il y a la nécessité, si véritablement on veut mettre en place cette lutte, enfin ces instruments pour les acteurs publics, il y a la nécessité de mettre en place cette nouvelle organisation. Et puis le deuxième point, je vous ai dit, c'est la nécessité absolument de redonner au gouvernement un instrument pour impulser cette politique de lutte contre la corruption.
Voilà, très rapidement. Après, il y a d'autres propositions. Et puis, peut-être vous dire, alors je suis désolé, je vais reprendre 30 secondes. Mais donc, ça, alors, c'est pas des fuites qui ont été organisées, hein, mais il y a eu quelques fuites. Alors, voilà, avant que vous me posiez la question, quelques fuites dans la presse sur éventuellement une proposition de loi qui reprendrait les propositions du rapport. Pour le moment, il y a quelque chose qui est sûr, certain, c'est que en novembre prochain, il y a une proposition de loi qui sera discutée concernant les lanceurs d'alerte, parce que la France a l'obligation de transposer la directive sur les lanceurs d'alerte avant la fin de l'année. Donc, comme elle prend la présidence européenne en janvier, elle doit respecter ses obligations. Donc, il y aura cette proposition de loi qui viendra au Parlement. Après, se pose la question d'étendre cette proposition de loi, enfin de déposer une nouvelle proposition de loi, mais qui sera discutée ensemble, et donc de faire un peu une sapin 3, en fait, qui viendrait prolonger et renforcer la loi sapin 2, donc sur l'ensemble de ces discussions, la CGIP, la nouvelle organisation, etc., etc. Après, là, on est au cœur d'une décision. Alors, ça serait une proposition de loi, mais ce serait une proposition de loi qui se fait de manière concertée, en co-construction avec le gouvernement, et qui, de toute façon, serait prise sur, alors c'est un peu technique, mais sur le temps du gouvernement, ce ne serait pas le temps parlementaire. Et donc là, c'est une décision éminemment politique de savoir, vous savez qu'il reste 200 jours avant le 10 avril prochain, dont 100 jours pour continuer à faire les réformes. Et donc là, ça fait partie de la décision, mais qui va être prise, j'espère rapidement, de savoir si oui ou non, en novembre prochain, on discutera au Parlement, non pas que du lanceur d'alerte, mais de cette loi Sapin 3. Je vous remercie. Désolé d'avoir été silent. Merci beaucoup pour ces précisions. Je voudrais remercier. Ouais, voilà. De constater qu'il n'est pas nécessaire d'être ministre désormais pour. Mais c'est vrai que ça donne un message. Voilà. Donc, il me reste à remercier mes invités, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le député, Madame la présidente de commission. Si vous pouvez rester parmi nous pour le déjeuner qui est servi à côté, ça donnera peut-être l'occasion de répondre à des questions, à des interrogations. Malheureusement, le sujet est extrêmement dense, le sujet est extrêmement important pour notre pays, pour nous-mêmes, pour les élus, pour la confiance. Et donc, en 1 heure, c'est difficile de faire le tour, mais merci beaucoup pour vos contributions.